Il est 9h19, c'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec notre invité ce matin. Le professeur Didier Raoult est avec nous, directeur de l'IHU Méditerranée Infection à Marseille, pour ce livre Carnet de guerre, Covid-19, le plus grand scandale sanitaire du 21e siècle, aux éditions Michel Lafon. Bonjour, bienvenue. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un pavé, quand même, 450 pages, évidemment, et où il y a toutes vos conversations. Alors, nous sommes un an tout juste après le premier confinement. Quelques jours avant cela, le jeudi 27 février, je ne sais pas si vous vous en souvenez, professeur Raoult, mais je vous avais interviewé sur Sud Radio. Nous étions en duplex du Salon de l'Agriculture. C'était l'une de vos toutes premières interviews. Alors, depuis, il y a eu beaucoup de débats, de recherches, de polémiques, et vous aviez d'ailleurs déjà un peu anticipé tout ça, parce que, réécoutez ce petit extrait, en fait, très court, vous disiez, mais on ne peut pas non plus tout prévoir. Écoutez. Les maladies infectieuses, déjà celles qu'on connaît, sont extraordinairement difficiles à prévoir. Les autres, un coronavirus qu'on connaît, ils disparaissent tous au printemps. Est-ce que si ça se réchauffe la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça disparaîtra dans les pays tempérés? C'est des questions auxquelles personne ne sait répondre. Les gens qui font les savants avec ça, c'est juste des ignorants qui font les savants. C'est des histoires d'école primaire, ça, c'est pas vrai. Voilà, c'était cash, et c'est après qu'on vous a beaucoup entendu dans l'ensemble des médias, Didier Raoult. Avant de voir la situation aujourd'hui, franchement, est-ce que vous pouviez imaginer, vous grands spécialistes de l'immunologie, que cette secousse du Covid-19 allait autant bousculer le monde et durer aussi longtemps ? Il y a plusieurs phénomènes, si vous voulez, qui se conjuguent. Oui. Donc, j'avais écrit un livre au tout début de l'épidémie, que j'avais appelé Épidémie, qui montrait, moi j'ai une énorme expérience, probablement une des plus grandes expériences mondiales des épidémies et des fausses épidémies. Je trouve que ça fait 20 ans que notre société était au bord de la crise de nerfs, et qu'au bout d'un moment, quand on est trop longtemps au bord de la crise de nerfs, on tombe dans la crise de nerfs, et donc c'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas le Covid-19 qui a fait la crise de nerfs dans les pays occidentaux, c'est que les pays occidentaux sont malades. Moi, je vous rappelle, qui était une des manipulations les plus extraordinaires de l'histoire et qui n'a été possible que parce que la population était dans cet état. Moi, je vous rappelle que j'étais conseiller de ministre pour essayer de prendre des mesures contre le bioterrorisme, qui était juste une bêtise qu'avait fait l'armée américaine toute seule, mais qui a tellement, devant l'ONU, on a eu le représentant des États-Unis qui a menti avec un tube. Il savait qu'il mentait depuis un an. Tout ça pour faire la guerre à l'Irak. Et à la fin de cet épisode, l'Amérique, on faisait des sondages, 70% des Américains pensaient que les tours jumelles et le bioterrorisme, c'était Saddam Hussein. Donc, si vous voulez, on a une population qui est incroyablement sensible à ce que vous racontez. Oui, c'est vrai. Et qui sont des bêtises, qui ne sont pas vérifiées, et cette sensibilité est le témoin de l'état de notre société, de l'état des relais d'information que nous avons dans notre société et de la manipulation de l'information. Oui. Et si on dit ça, les gens disent vous êtes un complotiste, mais enfin vous savez, tous les laboratoires qui travaillent sur des organismes pathogènes ont dû changer entièrement leurs règles de fonctionnement à cause d'une connerie de l'armée américaine quand même, qui nous a imposé. Elle a imposé à l'Europe, à l'époque, vraiment, j'étais au ministère de la Santé, elle a imposé à l'Europe des règles du fait que un employé de l'armée avait fait une connerie quand même. Donc c'est sauvage. Oui. Non mais, professeur Raoult, vous dites que dès le début, au mois de janvier, dans vos conversations, là, dans les interviews, attention, il ne faut pas être guidé par la peur et la panique. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui a prédominé et qui prédomine encore un peu aujourd'hui dans les décisions politiques qui peuvent être prises, politiques et scientifiques également ? Si vous voulez, encore une fois, je crois pas vraiment entre la segmentation des politiques, des journalistes, des scientifiques, tout ça, c'est un peu des fantasmes. C'est équivalent au racisme, ça, de penser qu'il y a une espèce d'homogénéité dans un métier ou pas. Après, il y a des tendances. Vous vous intéressez plus au scoop que moi. Moi, je m'intéresse plus à des choses qui ont un peu plus long terme. La justice, ils sont plus proches de moi. Ils s'intéressent à des données à long terme. Parfois, ils rendent des verdicts à 10 ans, vous voyez. Oui. Mais globalement, et les politiques reflètent en réalité
plutôt vous que moi d'ailleurs, hein, plutôt les journalistes que les scientifiques. Mais et à l'intérieur des scientifiques, il y a des gens qui sont émotifs, il y a des gens qui sont craintifs, il y a des gens qui sont pressés, il y a des gens. Et donc vous pouvez pas transformer cette idée de communauté de pensée, est un peu un fantasme si vous voulez. Donc je pense que nous sommes bien entendu tous en revanche dans notre société et que notre société est une société qui est terrifiée. Pour des raisons que j'interprète moi, mais à ma manière. Mais vous voyez bien qu'on vit dans un drame permanent. Il y a tous les jours un drame. Quand il n'y aura plus le Covid, il y aura un autre drame, si vous voulez. Et voilà, les politiques vivent des drames, l'information vit de drames. Donc c'est comme ça. Oui, oui. Vous dites dans votre livre, hein, l'avenir n'appartient à personne. Moi, je suis un scientifique et je suis prêt à changer d'avis aussi sous la force des événements. Est-ce que à la lecture du développement du Covid, vous avez changé aussi un petit peu vous-même d'avis par rapport à ce Covid-19 ? Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup d'avis sur cette histoire parce que d'abord j'ai eu toutes les surprises possibles et imaginables dans les histoires d'épidémies, y compris, je vous dis quand même, une des plus spectaculaires, ça a été celle du faux bioterrorisme. C'est quand même parce que je me suis fait vraiment escroquer. Là, vraiment, on m'a fait passer des informations grises de la CIA que j'ai honte de m'être fait berner, quoi. Donc, je suis réservé sur les prédictions et sur les sources d'informations. Mais sur les sources scientifiques également, pourtant, vous, par exemple, vous dialoguez dès le début, vous le disiez, vous aviez un peu d'échanges avec les Chinois, par exemple. Donc, ce sont des bonnes informations que vous aviez, non ? Il y a des informations, si vous voulez, toutes les informations. Il n'y a pas d'information neutre. J'aurai l'occasion de présenter sur mon propre média un travail que vous verrez qui analyse. Même si dans les petits cercles, les gens me traitent de complotiste, qui analyse les résultats sur les mêmes données, 8000 études. C'est le Cochrane Library, dont c'est la spécialité, c'est d'étudier des milliers d'études pour les comparer. Et qui étudie le résultat sur la même question quand l'étude est financée par l'industrie pharmaceutique et quand elle ne l'est pas. Et il y a un odd ratio, un risque de multiplication de 1,3. C'est-à-dire que vous multipliez par 1,3 le succès si c'est financé par l'industrie pharmaceutique. Même si vous analysez dans le détail. Mais c'est le b.a.-ba de la connaissance. Donc, une partie de la connaissance, d'abord, est versatile parce qu'il y a des éléments, vous savez, depuis une quinzaine d'années, un des vrais problèmes, c'est la reproductibilité de la science, parce que une très grande partie de la science n'est pas reproductible, parce qu'il y a des phénomènes dans l'environnement qu'on maîtrise mal. Et la deuxième chose, c'est que, si vous voulez, de ne pas imaginer que celui qui paye biaise le résultat, c'est d'une naïveté qui laisse pantois. Oui. Ça laisse rêveur qu'on puisse penser ça. Oui. Professeur Raoult, l'une des questions du jour, c'est la suspension du vaccin AstraZeneca. Est-ce qu'on va trop loin dans le principe de précaution, cette suspension, avant qu'il soit examiné et l'Agence européenne du médicament qui doit se prononcer jeudi ? Je ne sais pas, si vous voulez, la décision et l'évaluation de ces vaccins s'est faite dans notre société, dans les conditions de notre société, c'est-à-dire une société qui est affolée, à qui on a promis une baguette magique, et donc on n'a pas respecté l'ensemble des mesures que vous appelez peut-être du principe de précaution, moi que j'appelle de sécurité, qui permettent d'évaluer les risques relatifs pour chaque catégorie, chaque groupe. Ni même l'effet tout court du vaccin, parce qu'on n'a pas de données sur le portage viral. Donc si vous voulez lutter contre une épidémie, il faut que le vaccin empêche non seulement ou diminue le nombre de malades, mais aussi diminue la circulation virale. Nous n'avons pas pour l'instant de publier de disponible. Aucun laboratoire n'a donné d'éléments qui permettent de savoir s'il y a moins de virus qui circulent quand on est vacciné que si on l'est pas. On le verra. Et donc on est en train, ce que normalement dans des temps ordinaires, on analyse avant que le vaccin soit disponible. Là, on a grillé les étapes du fait d'une urgence, vraie ou fausse, mais du fait de l'urgence, ce qui fait que c'est maintenant
que l'on observe un certain nombre de choses qui normalement sont observées pendant les étapes qui sont avant la commercialisation. Vous voyez, donc les effets secondaires que l'on voit maintenant sont des choses que normalement on voit avant la commercialisation parce qu'on a des échantillons suffisants pour le faire. Là, on a décidé de griller les étapes, on verra bien le résultat, j'en sais rien. Si on est chanceux, mais c'est la chance, hein. Si on est chanceux, tout se passera bien. Si on n'est pas chanceux, les choses se passeront bien. Que ce soit pour les vaccins classiques comme AstraZeneca ou l'ARN également, c'est la même chose pour vous? Dans le process, quoi, hein, et dans ce que vous dites, un peu la chance, quoi. Dans le process, oui, on a l'impression, pour des raisons que je comprends pas, mais c'est des raisons préliminaires, hein, on a l'impression qu'il y a plus d'ennuis avec le AstraZeneca qu'avec le Pfizer. Moi, je n'étais pas plus favorable à celui-là qu'un autre, donc c'est pas. Mais vous n'êtes pas contre non plus, professeur, si? Non, globalement, si vous voulez, encore une fois, il y a plusieurs choses. Je ne crois pas que sur une population qui a un bénéfice important à espérer, il faille y renoncer. C'est-à-dire les gens qui ont plus de 75 ans, chez les gens qui ont des pathologies qui les exposent, s'ils sont malades, à avoir une mortalité significative. Par ailleurs, si ces gens, en plus, ont une exposition importante, comme les personnels soignants, le bénéfice à espérer est important. La vraie question qu'il faudra se poser, c'est tant qu'on n'aura pas vraiment d'éléments sur la contagiosité, la baisse de la contagiosité, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? La question, c'est est-ce qu'il faut vacciner une population dans laquelle il y a zéro mortalité? Vous voyez, si c'est pas pour protéger la société des gens les plus fragiles. Et ça, on ne le sait pas. Sauf qu'il y a, ça nous amène à l'autre question, professeur Raoult, c'est l'évolution du virus, hein, et les variants. Dès le début, et assez tôt, vous avez dit qu'il y avait de nouveaux variants, hein, que c'était plus le même virus, etc., que ça changeait. Vous avez parlé, et dans votre livre, vous évoquez le Marseille 1, le Marseille 4, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Donc, c'est une mutation vraiment du virus ou ce sont de nouveaux virus? Oui, je disais ça depuis août, que personne ne voulait écouter. Heureusement, on a notre propre site de préprint. Donc, début septembre, c'était un préprint. Il a fallu à peu près 4 mois pour que les gens se rendent compte de ce qui se passait. C'est pas étonnant, si vous voulez. C'est parce qu'il y avait... comme on le voit dans notre monde, tout devient une question symbolique. Et donc, la question était symboliquement, est-ce qu'il y a un rebond ou est-ce que cette maladie donne des rebonds parce qu'il y a des gens qui avaient fantasmé sur un rebond ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Moi, c'est parce que je croyais pas, j'ai pas de modèle que je connaisse comme ça de rebond, que je me suis précipité sur les séquences pour voir si c'était pas quelque chose de différent. Et donc, on a vu que c'était différent et la différence entre... Il n'y a pas une véritable définition, si vous voulez, qui existe pour les variants. Nous, on a considéré qu'on appelait les variants ceux qui avaient plus de 5 mutations différentes et dont on avait plus de 10 isolats. Donc ça, on considère que c'est pas juste une erreur de la nature, mais c'est ça. Et donc, on a eu un moment où on a eu une épidémie, on n'avait plus que ça. Qu'on n'avait jamais vu avant. Donc, on l'a vu arriver en juillet. On sait d'où ça vient. Ça venait d'Afrique du Nord, hein, sur les bateaux. Donc, on l'a vu arriver. Pour Marseille. Oui, mais ce variant-là n'a pas beaucoup... Il a été très très fréquent en Afrique et en France, il n'a pas beaucoup dépassé notre région. Il s'est pas répandu partout. Mais on a vu apparaître récemment, ce qui est un variant français aussi, le 4, là, dont personne ne parle, mais qui a envahi toute l'Europe. Pratiquement toute l'épidémie qu'on a eue après a été le variant 4, et puis ensuite est arrivé le variant anglais, là, le 501, qui maintenant représente 60-70% de ce que nous avons. Hein. Donc on voit que ce qui explique, c'est que ce ne soit pas des courbes banales, c'est que c'est des variants différents qui donnent des maladies différentes, y compris d'ailleurs cliniquement, y compris sur les tranches d'âge qu'elles touchent. C'est des maladies qui sont un peu différentes, pas totalement différentes, mais quand vous avez des mutations très importantes, en plus dans des sites
qui sont déterminants pour la réponse immunitaire, bien sûr, c'est différent. Ouais. C'est différent et il faut s'attendre de nouveau à ce qu'il y ait encore de nouveaux variants qui apparaissent en permanence. Là, on parle d'un variant breton, donc vous-même, vous l'avez dit, il y en a plein d'autres qui sont apparus. Ça complique les recherches à la fois pour les vaccins et comme pour les traitements. Là, actuellement, il y a 2 variants qui émergent. Il y en a un qui est en Bretagne, à Lannion, très différent aussi. C'est-à-dire, c'est pas juste 1 ou 2 mutations. Il y a 30 mutations de différence. Il en a 8 ou 9 dans la spike, qui est la cible qui sert pour les vaccins actuellement. Donc, quand vous avez des mutations dans la spike, vous avez bien vu qu'il y a des problèmes avec les anticorps contre le virus et avec le vaccin pour les variants sud-africains et brésiliens, parce qu'il y a une mutation très particulière dans la spike qui fait que ça marche pas. Là, celui-là, le vaccin breton, a une mutation dans la spike juste à côté de ça, et donc je ne sais pas si ça altère sa sensibilité aux vaccins et aux anticorps monoclonaux. Nous sommes en train de voir, et pour une fois, on s'est fait scooper par Pavlovski, qui est un très bon scientifique. Ça fait 6 mois que je dis qu'il devrait être dans le conseil scientifique parce que lui, c'est un bon. Il commence à être dans les plateformes, c'est très bien. Mais du coup, on a un concurrent en France, ce qui est rassurant. On n'est plus tout seul. Donc c'est bien. Il y a quelqu'un d'autre qui travaille, on est content. Mais du coup, il nous a scoopé dans un papier sur un nouveau variant qu'on a trouvé ici. Qu'on a trouvé avant, heureusement on l'a mis sur notre DOI, mais qui va publier le premier, et qui est plein de variations aussi, et dont on ne sait pas du tout, puis qui est en train d'émerger. On ne sait pas du tout quelle place il va prendre. Donc on est face à des virus qui ont une capacité de mutation importante, et cette capacité de mutation va être aussi modulée par les vaccins que nous avons, puisque ce sont des vaccins qui sont ciblés sur une molécule, et que, bien entendu, ça met une pression de sélection considérable sur cette molécule. Donc, ceux qui auront des mutations qui échapperont aux anticorps dus à ce vaccin vont avoir une chance d'évolution plus importante que les autres. Oui, à un moment donné, on avait évoqué, au printemps dernier, professeur Raoult, et avec vous, vous-même aussi, je crois, en se disant que, finalement, ce virus allait mourir de lui-même progressivement, qu'il allait s'éteindre. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration, Oui, je vous rassure, ou je vous inquiète, j'en sais rien, mais enfin l'avenir est toujours imprévisible. Et il est aussi imprévisible maintenant qu'il l'était en avril. Donc on verra bien. Il a l'air, si vous voulez, si on compare, bien sûr, l'intelligence, vous savez, même si c'est un sport peu pratiqué, est essentiellement basé sur l'analogie. C'est comme ça. Et donc les réflexions sont qu'analogiques. C'est pas les prophéties qu'il faut faire, c'est regarder ce qui se passe par ailleurs. Donc nous, quand on regarde les autres maladies, les autres infections respiratoires, la forme que ça prend, j'ai dû dire ça relativement tôt, il y a 2 grandes formes. Ça prend la forme des rhinovirus. Et les rhinovirus sont des virus qui sont assez proches, et qui sont des virus qui sévissent toute l'année avec des variants qui sont différents. Donc ça ressemble plutôt à ça, sauf que les rhinovirus sont des... Et donc ce qui est très très intéressant, que j'ai dit récemment, qui me frappe beaucoup, c'est que les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour contenir ce Covid n'ont pas marché pour le Covid, mais elles ont marché pour les autres virus respiratoires et pour les gastro-entérites, ce qui est très intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a autre barrières, vous voulez parler des gestes barrières, tout ça en fait, Oui, puis le lavage des mains, etc. Ça, on a moins que jamais, depuis que nous on surveille ça, on n'a jamais eu aussi peu de grippe, de virus respiratoires syncytial, il y a 16 virus respiratoires qui sévissent tous les ans, on n'en a jamais eu aussi peu. Les 3 qui restent, c'est deux autres coronavirus et les rhinovirus. Donc il y a un mécanisme de transmission là qui n'est pas de même nature, et ça c'est de la science. Ça, il faut travailler là-dessus pour comprendre ce qui se passe. Oui, ça c'est vrai. Même si la protection des mains, vous le dites d'ailleurs, vous le racontez dans votre livre, vous lavez les mains une centaine de fois par jour, vous mettez un petit peu de gel hydroalcoolique. Le reconfinement, puisqu'on parle des solutions, est-ce que c'est une solution? Là, on l'évoque de façon ponctuelle, partielle, selon les territoires.
Encore une fois, le confinement, moi je suis gêné pour parler de ça parce que c'est une décision qui est une décision politique. Oui. C'est-à-dire que c'est une décision qui tient compte de l'état d'émotion de la population, de la nature de l'écosystème. Vous voyez bien que de décider de quelque chose en Suède, en France, en Italie, c'est pas la même chose parce que nos comportements ne sont pas les mêmes. Donc je sais pas le dire. Il n'y a pas d'évidence dans la littérature que les pays qui ont eu un confinement ont eu moins de cas que les pays qui n'ont pas de confinement. Ah ben si, sauf en Chine. En Chine, bien sûr, au début, mais alors là, ça a été de façon autoritaire. Et ils ont coupé la propagation, professeur Raoult, non ? C'est-à-dire qu'en Chine, ils ont créé, ce qui est très intéressant dans ce qu'on voit, si on analyse les choses, oui. Dans la fréquence des cas et des morts. Il y a une première chose qui est frappante et qui est ce que je vous disais, on est dans un bouleversement de civilisation. Les plus mauvais sont ceux qui, depuis 40 ans, étaient censés être les meilleurs et nous donnent des leçons. Les plus mauvais au monde, c'est les États-Unis et l'Angleterre. C'est les plus mauvais au monde. C'est eux qui ont le plus mal géré, c'est eux qui ont le plus de morts, c'est eux qui ne savent pas quoi faire, et c'est eux qui guident le monde. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent, c'est eux qui tiennent les grands journaux scientifiques, et les résultats, si on veut bien juger les gens sur les résultats, sont catastrophiques. Donc il y a une vraie leçon, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas à changer de modèle de gestion? La deuxième chose que l'on voit, c'est les îles, bien entendu, ou les endroits isolés comme la région de Wuhan, qui peuvent être isolés, n'ont vécu que une épidémie, et l'épidémie en cloche, qui était une chose qu'on pouvait attendre avant de penser qu'on verrait de nouveaux variants épidémiques. Donc, c'est ce que nous, on a vu à Marseille. On a eu une courbe en cloche, très bien, tout s'arrêtait en mai, tout allait bien. Oui. La rouverture des frontières, et on commence par réavoir. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert, qui étaient les foyers de zoonoses, les foyers d'animaux en particulier. Nous n'avons pas encore éclairci suffisamment l'histoire des mutants et des variants chez les visons. Chez les visons, oui, c'est ça, oui. Oui. Et donc, on ne savait pas, moi je savais pas qu'il y avait 17 millions de visons en Danemark, oui, avec un nombre de variants absolument explosifs qui sont devenus transmis à l'homme, avec une transmission interhumaine. Et je redoute qu'on ne sache pas tout là-dedans. Ouais, parce que les gens suspectent les gens entiers. Oui, professeur Raoult, je fais une parenthèse, y compris d'ailleurs sur la transmission de ce virus. On dit que, parce qu'on a évoqué le pangolin à un moment donné, vous vous souvenez, on dit aujourd'hui, certains scientifiques, qu'il aurait pu passer directement de la chauve-souris à l'homme, quoi. Vous y croyez, ça, ou pas ? Vous savez, je crois en rien, moi. Non. Parce que vos travaux. Ah non, mais à vos travaux, professeur. Moi, j'ai pas travaillé sur les chauves-souris. Ce que je peux vous dire, c'est que, si vous voulez, c'est un virus qui est relativement polyvalent. Ouais. On sait à peu près, les données scientifiques montrent que, à peu près, on a réussi à montrer qu'à peu près toutes les bestioles qui avaient le récepteur qu'on appelle le récepteur ACE et qui avaient une température compatible ont été susceptibles à ce virus. Donc après le reste, comme très très souvent dans les maladies infectieuses, c'est une question de circonstances. Est-ce que on se rencontre ou est-ce qu'on se rencontre pas? Donc donc c'est probablement ce qui s'est passé avec les visons, qui sont des animaux très très sensibles. Eh bien, un des gardiens de visons a dû arriver à travailler avec le Covid. Il a foutu à tous les visons. Il y a eu une épidémie colossale chez les visons. Venons-en au traitement, parce qu'on a beaucoup évoqué les vaccins. Avant de revenir sur l'hydroxychloroquine et la ZT, est-ce que vous voyez des pistes prometteuses, là, par ailleurs, sur les antiviraux, comme les anticorps aussi monoclonaux? Les antiviraux, peut-être, oui. Là aussi, je pense, si vous voulez, qu'on a besoin d'un changement de civilisation. Et là aussi, malheureusement, comme c'est notre civilisation qui doit changer, ceux qui n'ont pas notre civilisation s'en foutent de ce qu'on pense. Ils font différemment et ça marche mieux. On a constitué, je ne crois pas que, je pense qu'il manque
une pensée qui sortira peut-être de ça, mais ça fait 20 ans que je pense ça. Nous avons constitué pendant un siècle et demi un capital de molécules considérable. L'idée que les molécules ne servent qu'à une chose est une grande stupidité qui est répétée en permanence, y compris sur vos chaînes. C'est idiot. C'est une vision de la science du 19e siècle, c'est à chaque question à une réponse unique. Et chaque réponse ne sert qu'une fois, c'est idiot. Voilà. Et donc il faudra à un moment prendre acte du fait que nous avons un arsenal de molécules. Les molécules sont éternelles, c'est pas à la mode. Et donc les molécules éternelles ne sont pas en adéquation avec notre modèle économique qui est que les molécules ont une durée de vie limitée qui est de 20 ans d'exploitation d'un brevet. Et donc tant qu'on ne sortira pas de cette pensée-là, on sera incapable de... Il y a le nombre de molécules dont on connaît l'activité in vitro, dont on a montré qu'elles se collaient sur le virus et qui sont des molécules anciennes dont certaines n'ont rien à voir avec la virologie est extraordinaire. Ouais. Les antidépresseurs, en particulier le Prozac, a une activité sur le virus. L'Aldol, qui est le plus vieux des neuroleptiques, a une activité. Ça, c'est in vitro, hein, c'est-à-dire qu'avant, où ça peut marcher, comme l'hydroxychloroquine, quoi. Ensuite, après, en médicaments, c'est plus compliqué, là, in vivo. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah ben, je sais pas, c'est des médecins qui le disent. Non mais je sais pas qui c'est qui a l'expérience de ça. Je sais pas où sortent les études. Moi, les études, je les regarde. Vous savez, je vous regarde. Il y a un truc qui s'appelle C19 qui récolte un site très neutre. Toutes les études du monde. Regardez-le. Vous tapez dessus, c'est pas compliqué. Vous regardez. Il y a eu 200 études sur l'hydroxychloroquine. Il y a eu X études sur les MTVR. Non, nous sommes prisonniers. Vous le voyez bien. Vous pouvez pas y échapper parce que vous faites partie de votre civilisation. Vous avez un modèle qui dit on va trouver des nouveaux antiviraux qui vont marcher sur les nouveaux virus. C'est ce que vous pensez. Moi, je pense pas ça. Donc, c'est votre opinion, mais comme j'en sais plus que vous, bien sûr, c'est moi qui ai raison. Non, mais moi, je posais la question sur des antiviraux qui existent, hein, qui peuvent agir, quoi, comme vous l'avez fait vous. Alors jusqu'à un certain niveau. Et les cocktails là, associant des anticorps de synthèse, visiblement, ça peut marcher aussi, non ? Ça peut rapporter de l'argent. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu cher, quoi. Mais quand même, c'est non, mais vous avez globalement, je peux rien. C'est votre nature, à force de le répéter. D'ailleurs, je suis un peu là, mais enfin, je l'ai écrit, je continue à l'écrire. Écoutez, tant que vous n'aurez pas compris que tout le monde s'est fait, c'est marrant, il y a vraiment, j'avais lu Noam Chomsky là-dessus, qui vraiment explique comment, jusqu'à quel point on peut manipuler l'information. Tant que vous n'aurez pas compris que on a pris un virage pour tuer la chloroquine en racontant quelque chose qui est une énorme baliverne dont tout le monde sait que c'est une baliverne, dont les gens disaient il y a 10% de mortalité cardiaque. Si vous regardez le nombre d'accidents cardiaques qui sont rapportés dans la pharmacovigilance avec les vaccins, vous verrez qu'il y en a plus qu'avec l'hydroxychloroquine. Mais c'est pas un sujet parce que personne ne va monter ça en épingle. Si vous posez, je voyais tout à l'heure entendre vos journalistes parler, mais la Commission européenne, ils sont sérieux. Quand vous pensez qu'ils ont acheté 1 milliard de remdesivir au moment où l'OMS disait que ça servait à rien, si vous pensez vraiment qu'ils sont sérieux, vous pensez pas comme moi. Voilà. Donc, je pense que actuellement, nous sommes obnubilés par trouver des solutions miracles avec des médicaments miracles, et personnellement, je n'y crois pas. Voilà. Donc, et je suis pas déçu. Voilà. Bon. Donc, vous avez fait référence à Noam Chomsky là, pour la fabrique du consentement, hein, c'est ça. Parce que pourquoi vous trouvez que c'est intéressant pour lire un petit peu l'évolution du Covid et le traitement médiatique peut-être démocratique, c'est ça? C'est la même chose. C'est-à-dire, il décrit exactement, en particulier, comment aux États-Unis, l'histoire, c'est magnifique. Il a écrit au moins 2 livres dessus. Il a écrit vraiment comment l'histoire des tours jumelles est devenue un truc contre l'Irak qui n'avait pas de sens, et comment on a fait croire ça aux gens.
Et les gens, moi je vous assure, j'étais allé 2 ou 3 fois aux États-Unis, y compris invité par le NIH pour parler de bioterrorisme. Moi, les chauffeurs de taxi m'insultaient en me disant qu'on était des salauds de pas venir faire la guerre avec eux contre l'Irak, parce que c'était l'Irak qui avait détruit Tour Jumelle. Hein. Ouais. Donc il y avait cette intoxication qu'on retrouve, je dis, assez, qui est vulgarisée et facile à voir dans le film qui s'appelle Vice. Moi, je l'ai vécu, cette intoxication. Je vous le dis, moi, j'avais des intoxications par l'ancien cabinet Kouchner qui me donnait des informations quand moi j'étais dans le cabinet de Jean-François Mattei, en me disant qu'on avait trouvé des silos remplis de charbon chez Saddam Hussein. Oui, c'est une exploitation, quoi, grosso modo. Hein. C'est pas du complotisme. C'est de la manipulation. On peut entièrement manipuler avec des gens qui sont volontaires pour être manipulés. Il y a des gens qui se laissent manipuler parce que ça répond à leur peur profonde. C'est comme ça. Moi, je dis pas qu'ils ont même pas eu besoin. Là, il y a le financement est une chose qui joue probablement un rôle. Mais il y a des cas où simplement ça rentre en résonance avec ce que les gens ont envie de penser. Et donc, mais là, professeur Raoult, on n'est pas dans une manipulation quand même totale. On essaie de vaincre ce virus, non? Vous ne croyez pas à l'échelle mondiale? Je sais. Écoutez, je sais pas s'il y a quelqu'un. Il y a pas un chef de mondial qui décide de faire. Et d'ailleurs, les pays font très différemment les uns des autres. Il y a des gens. Si vous voulez, moi, j'ai toujours fait comme ça, parce qu'encore une fois, je crois que l'intelligence c'est l'analogie, et je crois que l'évolution c'est l'imitation de ce qui marche. C'est ce que je crois profondément, et c'est ce que j'écris depuis une 30aine d'années. Et donc, ce qui m'étonne, c'est que dans ce pays, on continue à suivre les plus mauvais plutôt que de regarder ce que font les bons. Donc le jour où on se mettra à regarder ce que font les très bons, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de mort, ceux qui fonctionnent, vous savez, on va voir. Les pays asiatiques, globalement, quoi. C'est ça. Vous savez, le Maghreb fait beaucoup mieux que nous, quand même. Hein. Il fait mieux que les États-Unis, il fait mieux que l'Angleterre. Donc vous devriez vous poser des questions. Bien sûr. Mais il y a peut-être un phénomène. Est-ce qu'il y a un phénomène météo, par exemple? Quoi, de part et d'autre de la Méditerranée, là? Oui. Non? Une vision de la météo qui est la vôtre. Non, oui. Moi, je connais bien l'Algérie, vous savez. Bref, entre l'Algérie et Marseille. Non. Il y a globalement, vous pourrez toujours, il y a toujours oui mais. Oui mais, c'est la nature des humains. Il y a toujours une raison pour ne pas regarder les choses. Le roi est nu. Il est nu. Notre civilisation actuellement, avec la course aux médicaments qui vont rapporter des milliards, se suicide. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut se calmer. Il faut pas empêcher les gens d'essayer. Vous vous rendez compte que on empêche les gens d'utiliser des molécules qui ont été données à des milliards d'habitants. On les empêche de les essayer. On les empêche de les tester. On les convoque au Conseil de l'ordre s'ils les prescrivent. Donc, est-ce que un jour, je vais me trouver en face de quelqu'un de lucide sur ce qui se passe? Professeur Raoult, qu'est-ce que vous répondez? On va peut-être terminer sur ce chapitre. Donc, à la fois au Conseil de l'ordre, puisque vous l'avez évoqué, là, qui vous attaque, vous êtes mis en fait à dos le Conseil de l'ordre, et puis à cette information sur des factures un peu trop salées, entre guillemets, pour des patients qui sont passés dans votre institut. Écoutez, je vais vous dire, là aussi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à Arthur Rimbaud, vous savez, les mouches qui bombinent sur les puanteurs. Il y a des gens dans votre métier dont c'est le rôle de faire les mouches qui bombinent sur les puanteurs cruels. Voilà ce que j'en pense. Pour vous dire les choses, je suis un fonctionnaire, je n'ai jamais fait d'activité privée de ma vie. Quand les gens payent pour me voir une consultation, ils payent 23 €. Ils ne payent pas. La sécurité sociale paye 23 € pour me voir. Et bien entendu, l'IHU n'est qu'une partie de l'assistance publique qui est un hôpital d'État et qui facture ce qu'elle facture partout au monde. Donc, non, mais c'est vrai que même pour une visite, on peut faire facturer l'hôpital de jour.
jours, quoi, sur une journée, ça coûte plus cher. Bon, non, vous dites des bêtises. Ah bah non, mais attendez, moi je m'excuse, vous dites vraiment des conneries. Je m'excuse, l'hôpital de jour, ça correspond. Non, vous dites des bêtises et vous répétez des bêtises. Bon. Et donc, ce qui est une manie des journalistes, plutôt que de vérifier, c'est de répéter des bêtises. Je vous le dis, l'hôpital de jour, ça a une définition. Vous avez qu'à regarder ce qu'est la définition de l'hôpital de jour, et comme ça, vous direz pas de bêtises. Bon, non, mais d'accord. Voilà, ça a une définition. Mais regardez là. Voilà. Non, mais ça vous évitera de dire des bêtises et de répéter. Il y en a dont c'est la spécialiste, là, les mouches bombinantes. C'est leur spécialité de dire des bêtises. Essayez-vous de ne pas être aussi bête. Non, mais... Vérifiez les données avant de répéter les conneries des autres. Ça vous fera du bien. Et je pose des questions, hein, professeur Raoult. Vous savez, je suis là pour ça, effectivement. Et puis, s'il y a des bêtises qui sont données ici et là, il faut y répondre. Vous avez raison. Juste, professeur Raoult. Vous n'avez pas le droit de facturer un hôpital de jour pour une consultation. C'est illégal. Et ce n'est pas moi qui ai établi les factures. Je ne vois même pas les gens. Ils vont au bureau des entrées. On leur demande ce qu'ils font. Ils leur envoient une facture. Et d'ailleurs, globalement, si vous vous renseignez, vous verrez que tout ça est juste... C'est amusant parce que celle-là, je ne l'avais pas eu encore. Donc, si j'avais eu... J'en ai eu beaucoup, mais celle-là, je l'avais pas eu. Maintenant, les gens considèrent que l'IHU est un hôpital privé et que je m'enrichis avec l'hôpital privé. Non, mais c'est intéressant, mais c'est idiot. Bon, professeur Raoult, là, on arrive au printemps, un an donc après ce premier confinement. C'était le début de notre interview tout à l'heure. Vous l'aviez dit aussi il y a un an. Je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je suis un scientifique et puis j'avance aussi en fonction de l'ensemble des données. Quand même, là, beaucoup de gens s'interrogent sur les mois qui viennent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, professeur Raoult, en fonction de l'état de vos connaissances, vous ? Écoutez, je veux pas désespérer parce que, y compris les choses pour lesquelles il me paraissait le plus difficile de convaincre les gens, finalement, dans ma carrière, les gens ont fini par être convaincus. C'est pas la première fois que ça m'arrive de ne pas être en phase avec ce que pensent les gens à un moment. Je vais vous dire, il faut revenir à la médecine. La médecine, c'est on s'occupe des malades, on détecte si les malades s'aggravent, il faut leur prendre, que les gens l'achètent ou que si leurs médecins ne leur prennent pas, mais il faut acheter des saturomètres ou des montres qui mesurent la saturation en oxygène. Si la saturation en oxygène diminue, il faut aller le voir. Si les gens ont des facteurs de risque, il faut consulter les gens qui, en particulier, les gens qui ont des obésités, maladies. Les gens qui ont plus de 75 ans sont des gens qui sont extrêmement fragiles. Il faut s'en occuper. À l'hôpital, que l'on choisisse tel ou tel médicament, il faut s'en occuper. Il faut les oxygéner quand ils en ont besoin. Je pense nous, on a avancé très très vite sur des mécanismes d'oxygénation qui s'appellent les optiflows, qu'on fait dans des services banals. Et donc, on a 15 personnes en permanence qui sont sous optiflow au lieu d'être en réanimation, ce qui leur permet de survivre et de passer ce passage. Je pense qu'il doit y avoir une vraie politique nationale d'équipement en optiflow, ce qui nécessite des moyens derrière, parce que souvent, nous, on a dû faire construire une arrivée d'oxygène beaucoup plus massive, parce que ça consomme beaucoup plus d'oxygène et que c'est quelque chose à évaluer. Donc, il y a des moyens techniques à mettre en place. Je pense que l'idée de maintenant surveiller les variants est une idée qui est raisonnable. Et donc, je pense qu'il faut ouvrir d'une manière très large la possibilité de faire des essais thérapeutiques avec des molécules dont on connaît l'absence de toxicité et qui ont une efficacité in vitro. Il faut arrêter de croire qu'il va vous tomber un miracle sur la tête. Il faut soigner les gens et si possible les soigner avec des médicaments dont on connaît déjà l'usage, dont on connaît le dosage et dont on connaît les effets secondaires. Et continue le travail de vaccination quand même, les recherches et puis l'ensemble, La vaccination, j'ai toujours pensé d'abord à la vaccination. Il y a des gens pour qui on voit tout de suite que ça a une chance d'être très très utile. Et de toute manière, si la vaccination aide à contrôler une part de la circulation du virus, tant mieux. Est-ce que la vaccination va interrompre complètement la circulation de ce virus? J'en sais rien du tout. Et puis personne n'en sait rien du tout. Donc c'est une arme parmi d'autres. N'oublions pas toutes nos armes. Et notre arme, d'abord à nous médecins, c'est le soin. Merci beaucoup. C'est une bonne conclusion. Merci, professeur Didier Raoult.